Pour parler spécifiquement de la question du refus de soins, je voudrais quand même revenir un peu en arrière sur qu'est-ce que le gérontopôle et du coup quel apport il peut avoir. Le gérontopôle Sud est le centre d'animation et de compétences, un centre ressources pour les professionnels au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas producteurs universitaires de connaissances, mais qu'on a par contre le rôle et l'action de valoriser, de diffuser les bonnes pratiques, le lien entre les différents acteurs, et à cette occasion du coup de porter, de promouvoir et d'incarner d'une certaine façon cette vision transversale du vieillissement qui fait que autour de la population ou de la personne vieillissante, eh bien, il y a forcément différents acteurs tout au long de son parcours et que ces acteurs n'ont pas forcément cette vision globale qui pourtant se retrouve à la fin sur le même bénéficiaire. Et donc, dans ce cadre-là, on est bien sûr attaché à l'intégration par ces différents acteurs de l'approche et surtout du coup de la pratique de l'éthique qui est un point à diffuser. Parce qu'effectivement, dans la pratique des professionnels actuels, dans leur formation, dans l'intégration des différents acteurs qui les entourent, institutions, collectivités territoriales, il faut effectivement qu'ils puissent intégrer ça. De ce fait, je ne suis pas sûr que je puisse formuler moi-même une réponse ou une réponse unique sur les attitudes et la prise en compte du refus de soins. Par contre, on est très attaché et on pense qu'on a un rôle effectivement à jouer dans le fait de pouvoir armer les professionnels, les individus et les organisations dans leur capacité d'y faire face et de le prendre en compte. Et c'est ce point de vue-là qui, pour nous, est important à porter et à diffuser. Faire intégrer par les professionnels individuellement, par leur organisation et leurs responsables, le fait que l'éthique soit une pratique qui apporte des réponses à des situations quotidiennes. Typiquement, le refus de soins, je suis là pour soigner et il ne veut pas, ou pourquoi il ne voudrait pas. Enfin, ça veut dire déjà qu'on se pose la question, donc c'est une bonne chose. Eh bien, ça demande une conscience de cela. Ça demande derrière, parce que la conscience c'est bien, mais ça demande surtout après une capacité individuelle et encore plus, une capacité collective de le traiter. Et donc, nous, on est très sensible au fait que les organisations, les professionnels, soient structurés, mais ça veut dire déjà formés, et puis après, prennent en compte dans leur organisation, dans leur mode de fonctionnement, le fait qu'on puisse effectivement aborder ces questions, et puis les traiter, parce qu'il faut répondre. Alors, je fais quoi finalement ? Est-ce que je l'emmène de force à sa séance ou est-ce que je le force à diagnostiquer parce que c'est pour son bien, parce que c'est pour sa sécurité ou pas. C'est l'objet potentiellement de souffrance pour les sujets, pour leur entourage, mais on le voit aussi beaucoup pour les professionnels qui se sentent du coup très remués dans le sens de leur pratique. Et donc, sans apporter de réponse, puisque je pense que c'est eux et leur organisation qui doivent les apporter au fur et à mesure des situations, il est important de pousser cette conscience et surtout l'action qui permettent de former, organiser et structurer. Ça veut dire prendre le temps de se réunir pour débattre du cas concerné ou de l'attitude globale de l'institution ou de l'organisation sur le sujet. Et là, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire et peut-être qu'effectivement, le Gérontopôle Sud peut apporter, diffuser les bonnes pratiques, montrer que certains professionnels, certaines organisations se sont formés, ont intégré dans leur mode de fonctionnement que régulièrement il y aurait effectivement des questions d'éthique, et en particulier sur le refus de soins, et qu'elles aient intégré dans leur processus, pas uniquement juridique, je fais signer le papier pour être sûr que ça aille bien, mais que dans le processus et dans la façon dont les professionnels l'appliquent,
il puisse y avoir régulièrement la capacité de prise de conscience, de formuler les questions, de trier les valeurs, de les partager entre professionnels, de les partager avec les autres parties prenantes, et donc que ce processus-là puisse s'intégrer dans le fonctionnement et l'organisation de l'accompagnement ou de la prise en charge. Et là, on a encore du chemin à faire. Dire que l'on veut emmener individuellement et collectivement nos organisations et nos professionnels vers une meilleure pratique, une plus grande aisance dans leur capacité d'aborder ces questions, ça veut dire passer par tous les canaux possibles. Ça veut dire réfléchir avec les équipes pédagogiques qui en formation initiale forment les futurs professionnels à la façon de faire intégrer à chaque jeune professionnel le fait que il a une compétence à acquérir individuelle, une compétence collective. On est capable de discuter, s'organiser pour traiter ces questions. Donc ça veut dire les accompagner dans ce sens-là, travailler avec eux sur les maquettes et comment on peut trouver le temps et surtout la pédagogie active qui leur permettra de marquer les esprits et de fournir les compétences. Ça veut dire travailler avec les organisations professionnelles sur la façon, effectivement, d'apporter en formation continue ces compétences. Et puis, ça veut dire surtout aussi travailler avec les organisations pour qu'elles puissent intégrer dans les modes de fonctionnement cette capacité de questionnement éthique, de résolution et de mise en œuvre de ce qui aura pu être discuté ou réfléchi. Et là, effectivement, le Géantopole apporte sa capacité de partage et de diffusion des bonnes pratiques, ce qui veut dire que c'est la première chose qu'on demande à tous nos interlocuteurs, donnez-nous et acceptez de partager avec nous vos pratiques innovantes ou simplement vos bonnes pratiques, parce que en fait, elles ne sont pas forcément toujours très répandues et que c'est bien dans le partage entre professionnels, de pair à pair, que l'on arrive le plus facilement à toucher les autres, à les inspirer, à avoir une vision d'action probante éventuellement. Donc, est-ce que vous avez évalué l'impact ou la pratique ou les conséquences de ce que vous avez fait ou les résultats positifs et tout ce travail de collecte, d'animation, de diffusion, c'est ce à quoi contribue le Géantopole Sud. Là, on se rend compte qu'on est dans un espèce d'entonnoir, on n'est plus dans un tunnel, on est dans un espèce d'entonnoir terrifiant qui fait qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus personne pour... Il y a vraiment des problèmes on a des vrais problèmes de recrutement. Comment concrètement on le met en œuvre C'est justement ce travail sur le partage des bonnes pratiques qui nous a confortés effectivement dans l'approche et dans la capacité d'apporter des réponses. Puisque quand on va sur le terrain et que l'on trouve un EHPAD, une équipe dans un service, des libéraux dans une CPTS, qui ont ce travail, des associations, qui ont intégré et progressé dans leurs compétences et leurs capacités collectives de dire on se pose quelques instants, on accepte de prendre une heure de réunion pour que le personnel ou les équipes se réunissent, on traite le sujet, on s'est donné la compétence pour le faire et on aboutit à des solutions. Et bien quand on va vers ces pionniers ou ces personnes ou ces équipes un peu plus avancées, eh bien elles partagent avec nous plusieurs choses. Elles partagent avec nous le fait que cette pratique qui coûte du temps pour le mois, et puis parfois un peu de budget de formation, cette pratique apporte du sens, de l'intérêt aux équipes et donc de l'attractivité ou de la capacité de stabiliser les équipes. Donc en face des difficultés que l'on vit effectivement dans le secteur globalement des métiers du grand âge, sur on n'arrive pas à attirer, on n'arrive pas à garder, eh bien on se rend compte que ceux qui ont cette pratique et cette mise en œuvre d'une éthique pratique et fonctionnelle, eh bien ils attirent plus, ils gardent plus longtemps.
Ça, c'est la première chose. Quand on va voir, effectivement, et qu'on partage l'expérience avec ceux qui mettent en pratique cette façon de faire, qui l'ont intégré dans leur fonctionnement, eh bien, on se rend compte également que eh bien, ils ont diminué, enfin, amélioré leur prise en charge. Voilà, le refus de soins. Un patient en trouble cognitif avancé qui hurle, qui crie, qui se rétracte, eh ben, il ne simplifie pas, il prend plus de temps, il prend plus de difficultés, il faut être deux pour le gérer, et c'est pas mieux. Réciproquement, quand on a réussi à traiter, effectivement, à analyser, se poser un peu, et collectivement à apporter des réponses, eh bien, la prise en charge, elle est plus fluide, plus facile, plus satisfaisante pour les équipes, pour les bénéficiaires et ce que peuvent en voir les familles, mais elle est tout bêtement, à la fin, ça prend moins de temps. Le temps qu'on a investi au début, eh bien, il se retrouve derrière. Des directeurs d'établissement ou d'équipe nous disent aussi, ben, ça diminue tout bêtement ma conflictualité. Les tensions qu'on peut avoir, parfois avec les familles, sur mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le forcez, ou au contraire, pourquoi vous le prenez pas en charge, pourquoi vous n'allez pas soigner tout de suite, pourquoi vous n'allez pas apporter les choses. Donc, toute cette conflictualité qui coûte du temps, du travail du temps de juriste et une tension terrible, eh bien, elle est forcément diminuée quand on a accepté d'investir dans les savoir-faire individuels et collectifs d'analyse et de prise en charge des situations éthiques. Donc, par rapport à ces difficultés réelles que l'on a, mais vous êtes gentil, mais comment voulez-vous que je fasse pour que on prenne une heure pour discuter du problème, alors que de toute façon, j'ai pas assez de monde, et que de toute façon, avec le monde qui reste, il va falloir enchaîner les toilettes, enchaîner les prises en charge, enchaîner les consultations. Donc, eh bien, c'est une vision courte dont il faut essayer de sortir nos interlocuteurs et les acteurs pour dire, et peut-être qu'il faut les aider aussi un peu, peut-être qu'ils ont besoin un peu, à un moment, d'une impulsion, d'une aide et d'un financement complémentaire pour la formation, qui leur permettent effectivement de sortir de ce cercle vicieux, sortir par le haut comme on a la tête haute, quoi. Fier du métier que l'on fait et de la façon dont on le fait. Là, ce dont vous me parlez, c'est vraiment de bon sens. Hein. C'est du bon sens, c'est revenir vraiment à une pratique où effectivement on voit très bien qu'on fait des économies, mais de même qu'on va dire qu'investir dans l'école, c'est faire des économies. Même oui. si, à long terme évidemment, pas tout de suite. Alors, comment nuancer cette vision idéaliste, ambitieuse peut-être Non, mais pas forcément, mais c'est-à-dire que... comment expliquer que malgré cette démarche, Eh bien, ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Alors, effectivement... Et qu'on n'arrive pas à recruter davantage, par exemple. Ça paraît tellement de bon sens, ouais. et les difficultés qu'on vit, la difficulté d'attractivité des professionnels et des personnels, etc., me font dire que, alors, puisque c'est évident de faire ça, pourquoi on ne le fait pas tous? Pourquoi on le fait pas depuis 10 ans? Repartons plutôt de la réalité. Puisqu'on ne le fait pas, c'est que ça ne va pas de soi. On l'aurait fait. Et pourquoi ça ne va pas de soi? Ça ne va pas de soi pour plusieurs raisons, mais la première, elle est la compétence et la formation. Si je n'ai pas d'idée si je ne sais pas comment le faire, parce que bien sûr que n'importe quel professionnel se dit « Ah oui, ça serait mieux si on était capable de réfléchir ». Mais si effectivement j'ai pas été aidé éventuellement ou inspiré par ce que faisaient d'autres sur mais comment ils ont fait, alors est-ce qu'il faut prendre 1 heure par semaine? Il me prend 1 heure par mois. Oh, je sais pas, mais on le fait pas. Donc si on n'a pas effectivement un guide, une aide, une capacité bienveillante de pouvoir dire voilà comment tu peux faire, mais bien sûr que tu vas l'adapter à ta situation, eh bien on le fait pas. C'est bête, mais c'est pratique. Si j'ai pas la compétence, si j'ai pas les aides ou les exemples pour le faire, et parfois les outils, eh bien, à juste titre, je ne vais pas me lancer dans quelque chose dont j'ai même pas conscience ou qui me paraît irréalisable.
D'où l'importance, effectivement, de partager les expériences, de partager les outils, de donner à la fois l'idée d'eux et les façons de faire, et les façons de faire pour ça, y compris de montrer les résultats que ça peut avoir. Parce qu'on peut être sceptique, dire ah, là c'est gentil, mais l'heure de réunion qu'on va prendre, ça c'est une heure je vais devoir payer ou qui ne sera pas faite à faire des soins. Et comment derrière réellement ça va avoir des effets? Eh bien, le témoignage, le partage de pair à pair permet effectivement de lever ces freins qui font qu'aujourd'hui, c'est malheureusement pas une pratique répandue, mais en disant mais c'est pas grave, on a amélioré nos outils, de plus en plus d'acteurs ou d'équipes sur le terrain commencent à aller sur le sujet, il faut le faire. Et puis après, il faut franchir plusieurs freins qui sont je vais avoir besoin d'une aide pour l'investissement initial. Le temps de formation, dans mon programme de formation, il est limité. L'argent pour ça, je ne l'ai pas toujours. Donc j'ai besoin d'être aidé. Et puis il y a un deuxième frein qui est plus compliqué, celui-là qui est, ça va peut-être ou certainement modifier la façon dont on fonctionne. Et bien ça c'est un effort. Donc pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce que l'effort c'est pas naturel, on en fait déjà tellement pour plein de choses, pourquoi j'en ferais en plus pour ça? Comment je vais devoir changer le planning? Comment je vais devoir, du coup, intégrer ce que vont me dire les équipes sur la façon de faire pour améliorer, par exemple, ou éviter le refus de soins? Comment je vais changer mon processus d'examen pour qu'il y ait un temps d'explication, pour qu'il y ait une pièce pour ça? C'est des efforts. Et c'est normal que les efforts, on ne les fasse pas si on ne pense pas que ça a une utilité. Donc c'est sans doute le deuxième frein qui explique pourquoi on ne le fait pas tous maintenant. Ça demande des efforts. Et pour ça, je dois être aidé. Je dois avoir une idée de à quoi l'effort va qu'est-ce que l'effort va me faire gagner. Et puis je dois être parfois accompagné parce que c'est un processus de changement qui est long. C'est normal. C'est compliqué parce qu'on est dans de l'humain, donc c'est toujours pareil, c'est comme la psychiatrie, je veux dire, évaluer c'est quand même très complexe. Bon. Mais est-ce qu'il y a quand même des outils? Parce que ça, je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser pour justement répondre et dire non, voyez, regardez, il y a des résultats. C'est quoi les outils d'évaluation, disons, un peu sérieux? Alors, les outils à disposition des acteurs de terrain pour dire mais alors super, alors quand est-ce qu'on commence, où est le mode d'emploi? Comme il s'agit en premier lieu de prise de conscience et de compétences, eh bien il y a effectivement les espaces éthiques régionaux, les gérontopoles qui partagent les expériences de ceux qui l'ont fait. Donc il y a déjà à disposition effectivement des acteurs des possibilités. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, et c'est vrai que ça veut dire qu'il faut qu'au minimum ils soient en démarche. Il y a des organismes de formation qui peuvent apporter des choses, mais il faut aller les chercher, puisque c'est vrai que c'est encore relativement peu répandu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une envie, et le premier effort, c'est effectivement de trouver les aides. Elles sont là, il y en a territorialement, régionalement, donc, mais il faut aller les chercher, et c'est vrai qu'il n'y en a pas suffisamment. Et qu'il faut qu'on développe ça. Il faut que l'on développe auprès des équipes pédagogiques de formation initiale les outils pédagogiques, les supports, les mises en situation, les jeux de rôle qui vont leur permettre de faire que, après chaque jeune professionnel pourra dire dans l'endroit où il travaille, mais ça existe. Je l'ai eu en cours où j'ai vu qu'on pouvait être formé. Une des grandes difficultés dans ces approches, c'est que à la fois, il y a besoin d'une compétence individuelle, il faut que je me sente à l'aise avec ça, il faut que je sache de quoi je parle, que j'ai l'idée du processus et de comment on peut arriver à la fin d'une décision. Mais la grande difficulté, c'est que c'est aussi un apprentissage collectif. Être capable de dire, là, ça vaut le coup, ou là, ça vaut pas le coup, de prendre du temps pour ça. Là, on est capable de s'écouter. Là, on est capable de ne pas oublier certaines parties prenantes. Là, on est capable de traduire ce que l'on a dit en solution. Parfois même la moins mauvaise solution, c'est comme ça que ça marche parfois, eh bien c'est aussi un apprentissage collectif. Et là, il faut accepter que les équipes, les institutions, mais ça peut être des collectivités territoriales, des établissements, des équipes libérales, acceptent qu'il va falloir de la constance et que pour emmener
tout un groupe ou toute une organisation a un niveau supérieur d'efficacité et de savoir-faire professionnel, et ben, il faut accepter que ça prenne un peu de temps et qu'il va pas falloir relâcher pendant ce temps-là. Et ça, c'est une partie de l'effort qui n'est pas facile, l'effort dans la durée. Qu'est-ce qui résiste le plus comment dire? Est-ce que vous vous heurtez à des équipes qui disent, indépendamment du temps, du fait qu'on n'est pas assez nombreux, etc., mais qui disent non, mais bon, on le fait déjà. On le fait déjà. Simplement, voilà, on n'a pas le temps, on n'est pas nombreux, donc on fait ce qu'on peut, mais en fait, on ne peut pas faire plus que. En dehors des premières raisons de conditions matérielles, et que de dire ben, si on n'a pas l'investissement de départ pour faire ça et la volonté pour le faire, on ne le fera pas, je pense qu'il y a un autre frein au développement de cette compétence et de cette pratique. C'est que assez vite, en fait, elle interfère, pas volontairement, elle interfère avec les modes de fonctionnement des équipes, avec les modes de management, et que ben, c'est pas facile à gérer, parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre la révolution dans son équipe ou dans sa coordination ou dans ses modes de fonctionnement. Et donc, on est plutôt prudent ou méfiant. Si effectivement, dans une discussion éthique, chaque professionnel, chaque personne, chaque partie prenante, la famille, tout le monde a la même voix, en tout cas une voix qui doit être entendue, c'est pas le principe d'un fonctionnement hiérarchique d'une organisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Parce qu'il y a des responsables qui, du coup, assument qui ont le pouvoir et qui assument les responsabilités, et c'est comme ça que ça marche. Mais quand on aborde les choses de cette façon-là, on le prend sous un autre angle, plus collectif, qui dit que, quel que soit mon rôle dans l'organisation, j'ai un regard et une voix à porter. Réciproquement, du coup, j'ai des voix à entendre. Et que, donc, peut-être le frein sous-jacent le plus fort, c'est travailler de cette façon-là, c'est d'aborder effectivement le management et l'organisation, la place de chaque professionnel et de toutes les parties prenantes au sein d'une organisation de façon différente. Donc, pour certains responsables, ça peut être senti comme une menace, alors qu'en fait, c'est une opportunité, parce que c'est ce qu'on recherche, plus chacun a entendu les autres et a intégré la décision collective, et ben plus derrière on est efficace et on est capable de la mener. Mais c'est un petit saut managérial qui parfois est pas simple à mener. Vous faisiez quoi avant d'être à la tête du Gérontopole? Ah, j'ai fait plusieurs choses. Dans ma vie professionnelle, j'étais longtemps consultant en organisation. Et puis après, pendant encore plus longtemps, j'ai dirigé des établissements de santé dans différents domaines. Et à la fin, surtout en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, ça me permet par exemple, effectivement, de bien comprendre, effectivement, ce que un responsable, un directeur d'établissement ou d'équipe, un chef de service, peut sentir comme difficulté ou comme angoisse dans sa capacité à partager avec son équipe, trouver les moyens de lui permettre de fonctionner différemment et d'accepter peut-être une remise en cause parfois des rôles. C'est terrible, c'est angoissant, alors que la responsabilité et la pression que l'on a, elles sont toujours très fortes. Le regard de la hiérarchie, les attentes des clients ou des bénéficiaires, elles restent fortes. Et quand on se sent responsable de ça, on a surtout envie, pas d'aventure, pas de prendre des risques, mais au contraire les réduire. Eh bien, effectivement, il faut arriver à intégrer, et pour ça, le partage avec d'autres qui l'ont fait est très porteur, de dire, en fait, pour réduire les risques, il faut que j'investisse un peu et que je prenne ce risque de faire jouer à tous mes professionnels un rôle collectif et complémentaire de là, dans cette situation-là, on fait quoi et s'il le faut, comment on change notre organisation pour que on réponde à cette situation et à ce dilemme éthique de façon pratique et efficace et juste.